Donc, prenons le cas concret d'un client qui ne connaît pas la technologie, qui n'a pas encore de réflexion lancée, initiée. Comment il fait et quel est le rôle d'ailleurs que vous pouvez avoir en tant que Fab Lab pour ce type de client? Comment on le convainc de passer à l'acte? Alors le passage à l'acte de l'industriel était quand même toujours un grand sujet et il ne peut commencer de toute façon que par lui offrir un parcours complet qui va vraiment de la découverte et évangélisation. C'est là où les campus Fab Lab ont leur rôle à jouer avec tous les démonstrateurs permanents qu'on peut avoir. Et donc tous ces cas d'usage qu'on a en permanence chez nous, où on peut démontrer notamment des ROI ou démontrer de la facilité d'intégration. Là on est au stade d'évangélisation. Et puis après, il y a emmener cet industriel dans une réflexion de manière un petit peu globale autour de sa transformation numérique. La 5G va être une clé qui va permettre d'aller chercher justement, comme on disait, toute une série de cas d'usage qui vont lui permettre après d'avoir un ROI et de commencer à pouvoir réfléchir et poser son sujet. Donc ce qui est important, c'est vraiment ce parcours qui va de l'évangélisation, découverte, du workshop. On a fait par exemple vous faites des ateliers chez vous? des ateliers, venez une journée chez nous, vous allez mettre les mains dans le cambouis, on va vous montrer comment, c'est tout bête, on met une carte SIM, on la configure sur un réseau. Vous faites des formations aussi? Oui, alors nous on peut faire de la formation, mais souvent ce qu'on aime bien avec les industriels, c'est d'être très pratico-pratique pour les gens qui demain vont être amenés à utiliser ces technos. Ouais, donc c'est d'abord l'usage avant la quincaillerie de la technologie. Exactement, et on ne va pas du tout parler on va pas parler de la technologie 5G en tant que telle. Là, le gars qui doit déployer demain des cartes SIM ou le technicien qui va utiliser une visseuse connectée en 5G, son sujet, c'est pas les telcos, c'est ce que ça doit faire. Est-ce que ça le fait? Est-ce que ça le fait bien? Est-ce que ça communique bien? Est-ce que c'est fiable? Et c'est tout ça qu'on va montrer. Ça peut être dans des parcours de combien de temps? On a des workshops d'une journée. Okay. Après, on a des choses un peu plus longues qui peuvent s'étaler sur 3 jours. Et puis après, on peut aller jusqu'à proposer à l'industriel de réaliser des POC chez nous. Alors ça peut s'étaler des fois sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, où ils viennent utiliser le réseau dont on dispose sur Excel Car. Oui, d'ailleurs, c'était le sens de la question que j'allais vous poser. Ouais. Bon, une fois que le client est lancé, est-ce qu'il y a encore un rôle pour... le client s'est dit, ça y est, maintenant, je veux faire un projet, je vais équiper mon usine. Quel est le rôle justement que vous pouvez leur amener en tant que Fab Lab par rapport une fois qu'ils ont pris leur décision? Là, on va être au niveau de la conduite du changement dans l'usine qui a déjà son réseau 5G. Donc, il va vouloir multiplier les cas d'usage pour aller chercher toute la valeur du réseau et de la densité d'usage qu'on peut avoir sur un réseau 5G. Christophe va nous en parler après. Mais, et c'est là en fait où les campus interviennent encore pour accompagner ces industriels dans la découverte, c'est un bien grand mot, mais dans le fait de pouvoir appliquer des méthodos et de pouvoir venir valider un certain nombre d'usages qui peuvent être des usages des fois innovants ou des choses un petit peu plus en rupture qu'une simple connectivité de machines et qui leur permettent d'anticiper tout ce qui va être conduite du changement dans leurs usines pour multiplier les cas d'usage et vraiment amener souvent de la transformation numérique un peu plus en profondeur que juste un usage ou deux de ces réseaux 5G. Oui, donc concrètement, vous leur dites, venez le tester chez nous, voyez-en les externalités, les blocages, et après, derrière, il le décline en grandeur nature chez lui, et il va en gagner. Et j'imagine, est-ce qu'il y a un apprentissage technique aussi sur la techno, ou durant cette période-là, la maîtriser? Souvent, ça s'accompagne de ça, okay. Parce que démystifier la technique et en comprendre tous les tenants et les aboutissants, la facilité de mise en œuvre, le côté Lego, et puis après, il y a tout ce qui va autour. Dans une industrie, évidemment, il va y avoir tous les standards qui sont propres ou transversaux à l'industriel et dans lequel tous ces usages-là, à un moment donné, vont devoir rentrer, entre guillemets. Ou que demain, on doit faire évoluer ces standards pour qu'ils puissent permettre d'autres usages et amener encore plus de valeur. Et là, vous voyez un peu de croissance dans ces derniers... Ça fait quelques temps que vous avez lancé votre initiative. Vous voyez un engouement? Est-ce que vous voyez de la demande? Alors, on va dire ce qui est. Il y a des early adopters. Je vois comme Christophe, comme la SNCF, comme ArcelorMittal. Et on sent que ça pousse. Là, ça pousse. Il y a une vraie appétence sur des PME, par exemple.
il y a de l'intérêt, mais on est encore au stade de l'évangélisation. Et après, il y a quand même quelques early adopters et qui arrivent en disant bah, tiens, il faudrait nous aider sur des cas d'usage. Mais c'est un peu plus rare encore. Hein. C'est les ETI, c'est encore un peu... Ouais, ça se cherche encore. Alors, parce que ça s'accompagne, notamment pour tous ces PME, ces ETI, d'une transformation en profondeur de la manière dont ils doivent gérer leurs infrastructures numériques. Et donc, c'est quand même des projets au long terme et ça ne se déclenche pas du jour au lendemain pour le décideur de PME. Voilà. C'est un gros investissement. Je terminerai une petite dernière question. Est-ce qu'il y a des fournisseurs de machines qui viennent aussi en se disant nous on veut équiper, on voudrait. Est-ce que c'est des vecteurs aussi de gens qui veulent pousser leurs clients finaux à. Alors c'est aussi un vecteur. Le technoprovider est un vecteur parce que et puis c'est aussi le rôle des campus de faire en sorte que toutes ces communautés se parlent et parlent un peu la 5G. On a notamment des gens par exemple qui font des capteurs ou qui veulent amener de nouvelles technologies dans l'usine et qui viennent nous voir en disant bah, tiens, derrière on a un gros client, on sent qu'il hésite sur la 5G mais on voudrait que notre techno elle soit 5G ready et donc on rentre dans un cercle vertueux là où le technoprovider va faire son développement, on va le connecter en 5G et on va valider à la fois sur la connectivité on va dire un peu classique attendu au départ sur le cahier des charges de base de l'industriel. Mais on va lui rajouter cette connectivité 5G, on va faire venir l'industriel et on va dire bah, tiens, ouais, la connectivité 5G elle marche pas mal. Et après bah, l'idée c'est d'aller faire carrément du POC chez l'industriel. Avec aujourd'hui il y a des réseaux, vous avez des gens qui proposent de faire des bulles temporaires par exemple. Et ça c'est quelque chose auquel on croit beaucoup et qui est le next step là dans l'année qui vient. Merci Olivier. Donc, on va basculer maintenant sur Christophe. Donc, de l'idéation, on va passer du côté de la réalisation, enfin de l'activation réelle des réseaux. Donc Christophe, maintenant vous êtes client et vous dites ça y est, j'équipe mon usine d'un réseau 5G privé. Donc l'idée c'est de se dire je veux couvrir 100% des lieux, 100% des personnes, 100% du temps. Donc j'ai cet outil. Bah, comment je l'utilise, comment j'implémente mes cas d'usage concrètement. D'accord. Voilà, donc effectivement, lorsqu'on a mis à disposition la technologie, qu'on a déployé le réseau, on va rentrer dans un cycle d'acculturation, de partage des connaissances, de former en fait les différentes équipes sur les sites de production à tout ce que peut offrir la technologie. Donc c'est un peu nous ce qu'on a commencé à faire, mais par contre ce que je voudrais peut-être dire c'est que avec par exemple je ne sais pas si on peut mettre la première planche, c'est que quand on déploie une technologie comme ça du futur, pour faire simple, et donc en l'occurrence une technologie comme la 5G, on a quelques cas d'usage au début, en fait, on sait très bien ce qu'on aimerait en faire, mais ce qu'il ne faut pas perdre de vue, et nous on commence à le voir, c'est que la partie cachée de l'iceberg, c'est tous les cas d'usage qui vont arriver lorsque la technologie va être déployée. C'est toutes les idées qui vont se nourrir de la connaissance et de la disponibilité de cette technologie. Et en fait, le vrai réservoir, il est là, c'est-à-dire que la connectivité ne soit plus un problème et que les idées puissent fuser, puissent venir, puissent être qualifiées. Donc il ne faut pas oublier cette... Parce que normalement, on ne devrait pas avoir 3/4. Généralement, on dit que c'est plus gros sous l'iceberg. C'est même beaucoup plus gros. C'est vrai que, donc l'image n'est pas fidèle, mais il y a beaucoup plus dans le 3. 90% des cas d'usage qu'on implémente nous aujourd'hui ou qui sont dans le tuyau, on n'y avait même pas pensé il y a 4 ans lorsque on a déployé la technologie. C'est venu lorsque les équipes, les employés sur les campus ont pu voir ce qu'on pouvait en faire et ont pu avoir connaissance de ce qui était à leur disposition. Donc en fait après, à partir du moment où lorsqu'on va l'expliquer sur le slide d'après, on va avoir une phase, on va dire, de transformation et d'accompagnement du changement, c'est-à-dire qu'on doit d'abord sensibiliser les différentes équipes, notamment sur les campus industriels, pour leur faire savoir, leur faire connaître ce qu'apporte cette technologie, déclencher ce qu'on appelle des ateliers d'idéation, donc cette fois-ci, après avoir véhiculer cette connaissance, de réfléchir aux premiers cas d'usage qu'on pourrait avoir pour déclencher, je dirais, au-delà des premiers cas d'usage évidents,
d'autres idées qui pourraient germer, qualifier ces cas d'usage en fonction d'un algorithme qu'on verra après, et puis en construire, sinon les ROI très précis, au moins d'avoir une idée de la valeur business que ces cas d'usage vont amener. Ça peut être qualitatif aussi bien que quantitatif. Il ne faut pas non plus chercher à Ça peut être de la sécurité, ça peut être... Voilà, exactement. Tous les cas d'usage ne se transforment pas en ROI pur et simple, mais plutôt en vraie valeur sur le long terme. Et puis ensuite, gérer, hiérarchiser ces cas d'usage, qui est un exercice normal lorsqu'on ne peut pas tout développer en même temps. Alors, donc ça, je dirais que c'est une démarche importante pour familiariser les campus industriels à cette technologie de la 5G, à ce qu'elle permet de faire. Ensuite, on va rentrer dans le détail, hein, donc c'est ce qu'on a mis sur la présentation d'après, c'est-à-dire que sans vouloir trop détailler, on doit avoir des moyens de hiérarchiser tous les cas d'usage qu'on peut avoir. Donc moi, si je prends un peu l'exemple qu'on avait, qui représente où là on en était il y a 2 ou 3 ans, on avait une manière simple, je dirais, de hiérarchiser ces cas d'usage en fonction d'abord de la valeur business de ce cas d'usage, et puis deuxièmement de sa complexité d'implémentation. Après, on pondère ces différents chiffres, mais ça permet, grâce à ce type de matrice, on va dire, de classer ces cas d'usage et ensuite de les mettre dans un backlog, je dirais, pour reprendre une terminologie agile, un backlog d'implémentation pour pouvoir les livrer. Mais c'est un exercice qui est important pour engager la pompe à cas d'usage et commencer à livrer des choses, ne pas partir dans tous les sens, mais vraiment adresser des priorités en fonction donc, de la business value et de la réalité ou de la complexité d'implémentation. Donc après, évidemment, on peut aller dans des schémas un peu plus compliqués. Bon, là, on ne va pas aller dans le détail, mais ça s'accompagne évidemment pour chaque cas d'usage, je dirais, de matrices plus détaillées d'analyse pour bien déterminer d'abord cette valeur business et ensuite cette complexité d'implémentation. On peut ensuite, en fonction des notes qu'on a attribuées, pondérer, ajouter une pondération supplémentaire qui est là, qui relève plus, dirais-je, de l'intuition que d'autres choses. Mais on peut évidemment complexifier cette matrice, mais à partir du moment où on est rentré dans ce cycle de réflexion à tout ce que la technologie peut nous amener, il faut trouver un moyen, effectivement, de quantifier l'importance et la hiérarchie de ce cas d'usage. Donc ça, nous, c'est ce qu'on a mis en place à l'époque avec Sopra Steria Next, qui nous a aidé à mettre en place ce process et qui a très bien marché. Bon, voilà, donc moi je dirais que c'est vraiment cette approche assez structurée qui suit une approche, dirais-je, d'éducation et de stimulation des équipes. Ensuite, pour l'implémentation des cas d'usage. Est-ce que vous l'utilisez toujours après les premières années ? Alors, maintenant, nous, on a lancé la machine, donc je dirais que le backlog de cas d'usage a été identifié. On l'utilise toujours dès qu'on aura, on va dire, épuré, qu'on aura vidé notre backlog, on l'utilisera toujours. Donc votre stratégie, c'est de les faire c'est toujours tous, valable. Et quand on a fini, mais ça vaut la peine de se rasseoir de temps en temps pour en imaginer d'autres. Absolument, tout à fait. Et encore une fois, nous, les cas d'usage que j'ai montrés sur la planche d'avant, qui datent d'il y a 2 ans, 2 ans et demi, qu'on a masqué intentionnellement. Ceux qu'on a maintenant dans le tuyau, qu'on va réanalyser, sont complètement nouveaux en fait. Je dirais même qu'il y a des cas d'usage qu'on a implémentés il y a 4 ans qui sont même décommissionnés pour être remplacés par d'autres. Oui. Donc c'est carrément un vivant. cycle de vie, c'est d'un cycle de vie qui s'installe. Bon voilà, donc je dirais qu'il faut gérer ça de façon un peu structurée et canaliser ces cas d'usage sur la technologie. Vous suivez sorte de... Après, il y a des abacs un peu plus détaillés qu'on utilise nous pour arriver à la décision. C'est normal. C'est un boulot d'ingénieur et de qualification de cas d'usage qui permet de savoir, en fonction d'un différent nombre de critères de décision,
est-ce qu'on canalise ce cas d'usage vers un usage 5G et donc on va lancer une implémentation. Donc voilà, donc ça c'est une méthodologie qui a porté ses fruits. Est-ce que tu penses que cette méthodologie se transpose chez d'autres groupes? Ah oui, non, bien sûr. Moi je recommande, alors on peut l'adapter, mais c'est une méthodologie qui s'impose et qui s'applique également aux groupes où il commencerait à y avoir vraiment une profusion d'idées pour utiliser la technologie. Et encore une fois, dès qu'on déclenche, dès qu'elle est disponible, le problème n'est pas de trouver les cas d'usage, le problème est de les qualifier et de les implémenter. C'est plutôt de gérer la demande en fait, en tout cas chez nous. Et justement, c'est peut-être la dernière question que je voulais poser de cet atelier. Une fois qu'on a déployé, une fois qu'on a validé, on implémente, comment on suit l'obtention des résultats escomptés? Est-ce qu'il y a des méthodes? Oui, alors disons qu'après, il y a différentes natures de cas d'usage. Bon, par exemple, donc si on prend les usages type IoT, donc nous on a commencé à déployer des capteurs et on en déploie toujours plus sur la base de la 5G. Bon, évidemment, les premiers tests de validation consistent à valider par exemple les temps de réponse, consistent à valider, à mesurer que les mesures, les temps de réponse et l'accession ou l'accessibilité aux données captées par les applications qui vont les utiliser sont conformes aux performances qu'on avait attendues. Bon, ça c'est un premier test. Il y a les cas d'usage qui sont par exemple ce qu'on a plutôt en réponse, c'est plus de la commande, c'est de la télécommande, des choses comme ça. Ça c'est plutôt de la captation de données pour ensuite avoir une boucle de réaction, effectivement. Donc ça c'est de la boucle fermée de commande, de système de contrôle d'énergie par exemple. Nous c'est ce qu'on a implémenté à Calais par exemple. Donc ça on a besoin d'être sûr qu'il y ait quand même une performance de bout en bout qui soit conforme à l'attente. Bon, après, on doit vérifier, par exemple, il y a beaucoup maintenant de cas d'usage liés à la vidéo. Donc le sens montant, avec de forts débits en sens montant causés par la vidéo. Et donc là, il y a évidemment une vérification et un monitoring des débits et de la charge cellulaire. Ouais, pour vérifier si le réseau est dimensionné correctement. Exactement. Donc là, il faut vraiment mesurer ça d'abord, le vérifier et le monitorer. Après, il y a d'autres cas d'usage qui est vraiment plutôt la facilité d'utilisation du device ou de l'application sur la 5G. C'est parce que c'est 5G que c'est forcément facile à utiliser. Donc là, il y a quand même comment dirais-je, des mesures et un accompagnement des utilisateurs pour mesurer leur degré de satisfaction et voir s'il faut ajuster en tout cas la partie applicative qui va utiliser la 5G. Donc ça c'est une mesure, je dirais, du côté user-friendly de l'application, du device qu'on va utiliser. C'est peut-être une question, est-ce qu'il y a des moments où il y en a qui n'ont pas marché, des cas d'usage? Ah oui, on a, alors, qui n'ont pas marché pour des raisons parfois techniques. Donc nous on a un réseau 5G standalone avec un cœur redondé. Bon, effectivement, la redondance du cœur de réseau peut amener des problèmes techniques. Donc il a fallu qu'on résolve ces problèmes pour que, par exemple, la téléphonie marche complètement. Donc là, je pense qu'on a essuyé les plâtres d'ailleurs. Oui, il y a de l'implémentation qui est un peu plus difficile. Mais voilà, je pense que, mais grâce à nous, je pense que ces bugs-là ne vont plus réapparaître pour ceux qui vont utiliser les mêmes fournisseurs. Mais bon, oui, il y a quelques difficultés, mais ce qui sont inhérentes à l'intégration de technologies qui sont pointues. C'est pas spécifique à la 5G, je dirais. Mais en tout cas, on peut montrer que, notamment sur des applications d'utilisation vidéo, pour la supervision de la qualité, pour des applications de type computer vision, pour s'assurer que l'usine est prête à la computer vision en général et aux jumeaux numériques en général, valider tous ces cas d'usage de débit montant, de performance et de délai, on va dire, de latence, c'est fondamental avant de lancer toutes ces applications de type Industrie 4.0, jumeaux numériques, etc.
Bon, voilà ce que je pouvais... On arrive au terme là, du créneau imposant. En tout cas, c'était très intéressant. On a cheminé là, de l'idéation jusqu'à la mise en service. Donc voilà, il n'y a pas de frein. Il faut se lancer. Donc, et puis on est là à répondre à vos questions. Vous avez des bons experts pour y répondre et participer à la mise en œuvre, à la massification de cette technologie. Donc merci beaucoup pour votre Merci disponibilité. Beaucoup.